Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast On Trip Nature dédié au tourisme régénératif. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du plus grand réseau de plein air au Québec, la CEPAC. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir Martin Soucy, un leader établi dans l'industrie touristique québécoise et directeur de la CEPAC. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de faire du canot camping dans la réserve de la Vérandrie, une randonnée au parc national du Mont-Tremblant, ou encore de voir la colonie des Fous du Bassan dans le parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé. Tous ces espaces naturels grandioses appartiennent au réseau de la CEPAC. Martin nous éclairera comment une gestion innovante des parcs nationaux peut non seulement préserver la biodiversité, mais aussi renforcer le tissu social et économique des communautés locales. Nous allons également aborder la manière dont la CEPAC intègre des pratiques responsables dans ses opérations quotidiennes, mais aussi sur les défis rencontrés au fil des années pour accomplir sa mission de protection et de valorisation des trésors naturels du Québec. Préparez-vous à une conversation inspirante où préservation, innovation et impact social se rejoignent pour créer un modèle de développement responsable. Bienvenue Martin et merci d'être aujourd'hui avec nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Comme d'habitude, avant de débuter, nous allons te présenter à l'audience. Donc Martin, tu te distingues par ton amour de la nature, du tourisme et du Québec. En février 2024, tu as accédé à la présidence et direction générale de la CEPAC, où tu continues d'écrire une histoire teintée de passion professionnelle et personnelle. Ta carrière évolué de poste en poste, débutant comme employé sur le terrain avant de diriger des parcs nationaux et une réserve faunique, pour finalement devenir présidente exploitation parcs nationaux. Tu as joué un rôle clé dans le renouveau du réseau des parcs nationaux du Québec et tu as mis en place diverses initiatives touristiques innovantes à travers la province. Tu as également occupé de 2016 à 2024 les postes de PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la plus importante fédération d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. De ce fait, c'est là où on t'a connu, je pense, il y a plus d'un an et demi, où on a vraiment cherché notre projet ou notre histoire avec On Trip Nature, mais c'est qu'aujourd'hui qu'on te connaît vraiment en personne, donc on est vraiment contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc, pour commencer, je voulais te demander pourquoi tu as décidé justement de retourner à ton première mission, à la CEPAC. C'est une bonne question. Le retour, en fait, ce qui est important, moi, je pense, dans toute carrière, c'est d'être très aligné avec les valeurs qu'on a, à la fois personnelles puis professionnelles. Moi, j'ai la chance d'avoir œuvré dans un domaine du très jeune âge, de l'adolescence, jusqu'au moment où je suis parti à l'Alliance, qui était un détour extraordinaire dans ma carrière. Et le retour était vraiment pour pouvoir contribuer aux enjeux environnementaux, sociaux, mais aussi économiques avec une entreprise qui a de l'impact au Québec. J'ai deux enfants, 3 avec celui de ma conjointe, Antoine, Julien et Olivier. Puis pour moi, ce qui est super important, c'est de laisser un héritage à cette génération-là. Puis quand je regardais la CEPAC, je me disais, peut-être que je peux aller redonner un bout de temps pour avoir de l'influence dans tout ça, continuer à ramener le bagage aussi que je suis allé acquérir avec l'Alliance, parce que ça nous permet, les détours dans les carrières sont importants. Donc, c'est un peu ce qui a motivé mon retour, mais à la base, d'ailleurs, avant ma nomination, j'ai appelé ma vieille maman, disant, tu vas voir, demain, je vais être nommé par le Conseil des ministres PDG de la CEPAC. Je voulais pas qu'elle ait une attaque cardiaque. Parce que puis elle m'a rappelé que à l'âge de 18 ans, j'avais dit un jour, maman, je vais être PDG de cette entreprise-là.
Et ça va pris tout ce temps-là, puis pas à pas, des fois, tu ne sais pas comment le parcours se fait. Alors là, je suis très content d'être de retour, puis je vous dis, vous m'avez demandé comment ça va, mais chaque matin que je me lève, c'est un grand bonheur. Ça me donne beaucoup je sais pas, pour les cœurs. Donc, j'imagine qu'après d'avoir été directeur de l'Alliance de l'industrie touristique, est-ce que cette expérience a changé ta vision de la CEPAC que tu avais au début de la carrière? Donc, les connaissances que tu as vécues là et acquises aussi a changé un peu la façon comment tu peux maintenant interagir et travailler pour et par la CEPAC? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, quand on est longtemps dans la même entreprise, on a l'impression que ça finit par être le centre de l'univers. Et quand tu en sors, ce qui m'est arrivé, je me suis rendu compte que c'était une entreprise assez pas qu'importante, mais que c'était un satellite dans quelque chose de beaucoup plus grand. Particulièrement quand on travaille à l'international, j'ai eu la chance de faire des missions en Corée, au Japon, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Et là, on voit autre chose qui se fait de bien, puis d'autres choses que tu dis, au Québec, on est vraiment aussi bon dans plusieurs domaines. Et ce que ça donne particulièrement, c'est de la perspective. De travailler aussi avec d'autres types de personnes. J'ai eu la chance de côtoyer à l'Alliance des entrepreneurs touristiques extraordinaires, des gens d'affaires extraordinaires de tous les niveaux, de la petite entreprise à la plus grande. Puis ça, je pense que ça te permet de te sortir de la zone de confort. Je peux pas dire que j'étais dans une zone de confort parce que j'ai eu plusieurs postes, mais tu finis dans le même domaine à peut-être des fois te poser moins de questions. Il y a plus d'acquis. Alors, moi, le conseil que je donne souvent aux jeunes que je vais mentorer, c'est il faut dans une carrière avoir des détours qui nous sortent, qui nous permettent de sortir de la zone de confort, d'aller apprendre d'autres choses, de développer son bagage pour jamais cesser d'apprendre. Puis des fois, ça veut peut-être dire quitter ce que tu aimes le plus au monde pour justement aller explorer d'autres mondes. Et c'est là que tu te rends compte que c'est extraordinaire. Puis c'est ce que ça a amené à l'Alliance. Puis l'autre élément, c'est d'avoir eu le grand honneur avec une équipe extraordinaire à l'Alliance de porter le Québec sur les marchés internationaux. C'est ton chez-toi, puis tu vas le présenter, le vendre, le promouvoir à d'autres pour les amener ici. Et ça, c'est vraiment extraordinaire aussi. Mais là, avec les défis environnementaux, comme vous les connaissez et tout ça, je pense que le retour était nécessaire avec tout le bagage là, que j'ai acquis en supplément. Moi, j'étais surprise que toi, comme PDG, justement, nous répondais comme « Wow, je suis intéressée, oui, on va créer un rendez-vous pour connaître plus sur vous ». Moi, en Colombie, c'est très difficile ou c'est très bizarre que quelqu'un dans un statut comme le tien te réponde à tes messages. Donc, pour moi, c'était une belle surprise et aussi une belle rencontre parce que c'est comme si on a quelque chose à offrir. Donc, j'ai dit pas juste pour moi, mais j'imagine que pour le reste d'entrepreneurs à qui tu as écouté, merci. Écoute, moi je trouve ça important. La première des choses, peu importe la taille d'entreprise qu'on va avoir le bonheur de gérer, l'honneur aussi, là, parce que quand même, il faut rester terre à terre. C'est ça. Moi, j'ai pas changé. Puis je le vois en ce moment avec le retour. Il y a des employés qui viennent me chercher. Je suis allé visiter le pavillon du lac à l'épaule. On dit faire des lacs à l'épaule. Je suis allé visiter récemment, puis il y a 2 dames qui font l'entretien, qui sont venues me chercher vraiment par le manteau. Martin, on veut te montrer quelque chose. Puis je trouve ça extraordinaire que les gens, parce qu'il faut rester accessible. Fait que je le fais avec les jeunes, les jeunes entrepreneurs comme vous étiez. Pour moi, c'est important de redonner aussi ce que j'ai reçu. J'ai eu la chance d'avoir un mentor tout particulièrement qui était très important. Mais j'en ai eu 3 mentors en fait. Puis je trouve ça important de redonner, moi, ce que j'ai reçu. Fait que oui, ça reste simple. Puis je suis content de vous avoir rencontré parce que votre projet, à la base, je le trouvais intéressant parce que, à un moment donné, il faut justement que cette jeunesse-là, vous créez des nouvelles opportunités. Vous avez une autre façon aussi de voir le monde, la génération dans laquelle moi je suis. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça me garde jeune, c'est nourrissant aussi. Si moi, je peux vous partager l'expérience, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Mais je trouvais que votre projet était vraiment intéressant. Pour entrer un peu dans les sujets de la biodiversité, pourquoi, selon toi, est-ce que c'est essentiel de préserver et conserver la biodiversité au Québec? Écoute, je vais le prendre de l'angle du tourisme. Là. C'est une industrie qui, sur la planète, on a quand même 1,3 milliard d'arrivées internationales. D'ici 2035, il va y avoir 2 milliards d'arrivées internationales qui va générer 2000 milliards de dollars US de recettes. Naturellement, le tourisme vient avec le déplacement, la génération des gaz à effet de serre, tout ça.
Fait que le premier berceau de tout pour moi dans un territoire, c'est d'abord l'environnement. Souvent, les gens, ce qu'on se rend pas compte, c'est que les territoires protégés, il faut les protéger, il faut réussir que ça peut contribuer justement à baisser le bilan carbone. Ça donne aussi des services qu'on appelle écologiques dans les régions. Pensons juste l'exemple du Parc national du Mont-Tremblant, on en a parlé tantôt. C'est les têtes de lac de la région, donc ça filtre l'eau, donc c'est important, ça donne ces services écologiques-là. Puis il y a une étude récente que j'ai lue, ça fait pas très longtemps, juste 2 semaines, qui indiquait que la valeur des aires protégées au Québec, ce qu'elle donne comme, particulièrement des parcs nationaux qui sont au sud du 50e parallèle, ça valait en termes de services l'équivalent de 31 milliards de dollars dans l'économie si on le calculait de cette façon-là, parce que souvent, les milieux naturels ou la biodiversité, elle n'est pas calculée comme un actif économique. C'est plus difficile. Donc ça, c'est un élément que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc pourquoi protéger la biodiversité? Ben, c'est pour l'avenir de la planète. Le Québec, à cet égard-là, je trouve ça vraiment intéressant que le gouvernement, en fait, décidé de protéger 30% du Québec d'ici 2030. C'est un objectif ambitieux. Puis c'est des petites portions quand même. Hein? Quand on prend les parcs nationaux, c'est 2,6% du territoire québécois et ils sont quand même accessibles. Donc, on vient préserver ces milieux naturels-là. Mais ce qu'il faut retenir à la base, c'est que ça donne des grands services aux populations locales, aux États également. C'est pour ça, pour moi, que c'est important pour l'avenir de pouvoir les préserver. Puis on connaît l'impact des changements climatiques, le réchauffement de la planète, tout ça. Fait que chacune de ces petites portions-là et chacune des organisations, des personnes qui se consacrent, ben, c'est pour l'avenir maintenant, nos générations actuelles, mais également les générations futures. Je trouve que dans le domaine dans lequel je reviens avec les parcs nationaux, c'est des aires protégées de catégorie 2, selon l'Union internationale de la nature, puis reconnus partout parce qu'ils sont faits selon les mêmes standards. Ben, c'est bien que c'est pas seulement une cloche de verre qu'on va mettre par-dessus un milieu naturel. On va pouvoir y accéder également. Pourquoi? Ben, moi, je pense que ce que tu connais, tu vas vouloir plus le protéger. Donc, ça engage les visiteurs, ça engage aussi les populations, à en être fiers, mais également avoir des comportements qui sont plus responsables en nature, donc à l'égard de l'environnement. Donc, c'est des territoires qui sont exceptionnels. Puis la préservation de la biodiversité va aussi avec d'autres catégories d'aires protégées au Québec. C'est ça qui est bien. Parcs nationaux, c'en est un. On a aussi des réserves écologiques où là, il n'y a pas d'accès parce que c'est des milieux excessivement sensibles. Mais si on a d'autres, qui ont des aires protégées polyvalentes, tout ça, il y a vraiment une belle façon au Québec d'avoir une mosaïque, si vous voulez, de préservation. Mes collègues à l'environnement, au ministère de l'Environnement, travaillent très fort. Puis moi, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas un travail qui est nécessairement facile. Tout le temps, mais donc l'importance pour le Québec, c'est beaucoup de services écologiques dans les populations, c'est important pour l'avenir. Tu nous as raconté pourquoi c'est important de conserver et préserver la biodiversité, et moi je me demande pour toi et aussi pour le Québec aussi, qu'est-ce qui représente la CEPAC dans tes propres mots et comment elle est devenue un acteur clé dans l'industrie touristique du Québec? La CEPAC a la chance, à travers le temps, ça s'est conçu comme une courte pointe, on va avoir 40 ans l'an prochain, l'entreprise. Au début d'établissements qui n'étaient pas rentables à l'intérieur d'un ministère, ça a été transféré à la CEPAC. Ensuite de ça, il y a eu le réseau des réserves fauniques qui s'est ajouté, puis le réseau des parcs nationaux. Ce qui fait que, par la diversité avec les perles touristiques, on a aussi des sites touristiques exceptionnels. Ben, c'est un réseau d'accès à la nature, au plein air, d'initiation qui est extraordinaire. Ce qui est bien, c'est que ça amène des retombées. Là, on a parlé au niveau environnemental, dans les services écologiques par rapport au statut d'aire protégé, mais également dans les populations, les services plus du niveau social, c'est de faire bouger les gens. Donc, ce qui était très difficile il y a 20 ans, c'est d'associer une visite en nature au bien-être physique et psychologique des gens. Alors là, l'axe santé prend de plus en plus d'importance. Ça, c'est de mon retour, dans mes belles surprises, c'est de voir qu'à une certaine époque, on avait l'impression de prêcher dans le désert, alors que là, c'est vraiment d'actualité. Donc, ça permet de faire bouger les gens, des initier à la nature. Vous savez que la jeunesse aujourd'hui, avec les écrans très connectés, il y a une question, on est plus sédentaire, il y a un déficit de nature des populations qui sont plus urbaines. Donc, nos sites, la CEPAC, permet justement de connecter tous ces gens-là. Ils sont, pour moi, dans mes mots, c'est le plus grand réseau plein air du Québec, avec des territoires exceptionnels. On protège le plus beau de la nature. En fait,
c'est la partie de la force nature. On a un rôle de leadership parce qu'il faut inspirer les autres. Puis au niveau économique, c'est quand même assez important aussi. C'est 855 millions de PIB touristique, ce qui fait 5% du PIB de cette industrie-là. Ce qui fait, je dis souvent, la CEPAC, même si elle est d'État, c'est la plus grande entreprise touristique du Québec. On est présent dans 16 régions. Chaque jour visite, parce qu'on a 9 millions, génère 62 $ dans les communautés de dépenses à l'extérieur de nos sites. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ça crée des emplois. On a 3400 équipiers et équipières qui travaillent avec nous et la répartition. Donc, c'est une belle entreprise vraiment inscrite en développement durable. D'ailleurs, le positionnement qu'on va prendre dans le prochain plan stratégique, c'est d'être un leader en tourisme durable. On est déjà là depuis des années, mais c'est d'inspirer les autres à suivre le mouvement également, parce qu'on sait que le tourisme de demain ne peut pas être comme celui d'avant la pandémie. Il faut que les choses changent. Donc, automatiquement, on va essayer, comme on a des moyens, on a des ressources, puis une équipe très talentueuse, mais de pouvoir inspirer à la fois nos partenaires, les gens avec qui on travaille, la population, pour arriver finalement à ce que vous vous intéressez, le tourisme régénératif, donc de laisser une destination de la façon que je dis le plus simple possible, dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. Donc, d'engager la population éventuellement aussi dans ses comportements quotidiens, les touristes internationaux qu'on accueillera, j'espère, en plus grand nombre, de les faire participer à cette mission-là qu'on a dans l'organisation, qui est d'offrir et d'engager les gens vers la nature, d'offrir le plus beau de la nature du Québec, puis de les faire bouger pour leur santé. Il y a une personne qui a créé les parcs nationaux, M. Atkins, canadien, puis il disait que justement cette axe de santé-là, puis je vous parle de citation au début des années 1930, que les parcs nationaux existaient notamment pour rendre les gens plus en santé. C'est quand même assez fantastique. Ça a pris plusieurs années pour qu'on puisse arriver là. Donc, non seulement on est dans la nature, le social, naturellement l'économique aussi. Donc la CEPAC, c'est une organisation extraordinaire pour ça. Mais aussi, je me demandais, parce que chaque territoire aussi est un peu différent et a sa propre, on va dire, ses propres espèces, sa propre biodiversité. Est-ce que là-dessus, ça affecte aussi la mission de la préservation, de comment vous l'abordez, du fait de la particularité, en fait, de chaque territoire? Oui, effectivement. Je vais parler dans le cas des parcs nationaux, on a un système de suivi des indicateurs écologiques pour maintenir le bilan de santé. Après ça, chaque parc a un plan de conservation. Parce que, il ne protège pas le même milieu naturel et il n'a pas non plus les mêmes enjeux. Il y a des parcs où en ce moment, il y a des espèces floristiques envahissantes, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on va intervenir, ça va être identifié comme un enjeu de conservation, puis là, on va intervenir, mais ce ne sont pas tous les parcs. Il y en a d'autres, ça va être la préservation de l'eau, par exemple. Où il peut y avoir des enjeux à ce moment-là. Ça dépend si les bassins versants sont à l'intérieur du parc, donc les lacs de tête ou tout ça, ou est-ce qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, il faut travailler avec les gens en zone périphérique. Je dis souvent, pour la nature, la limite du territoire n'existe pas. Donc, il faut pouvoir travailler avec nos voisins, éventuellement avec les changements climatiques, il va y avoir des déplacements de faune aussi. Quel corridor on va donner pour la faune entre les noyaux de préservation que peuvent être les parcs, par exemple. Donc, chaque territoire a des enjeux qui sont spécifiques, puis à ce moment-là, on va les travailler avec des outils qu'on a développés à travers le temps. Plan de conservation, suivi des indicateurs écologiques. Et l'autre élément, c'est le plan d'éducation. Après, comment on va sensibiliser. Fait que oui, on a des activités, par exemple, de découverte. Moi, je préfère de découverte qu'éducative parce que, quand on va à l'école, quand on est plus en éducation, mais quand on est dans un parc national, il faut qu'il y ait le côté ludique aussi de tout ça, mais que ça soit quand même sérieux. On a des excellentes équipes pour le faire. Mais on a des troncs communs, donc des programmes qui sont des messages généraux, mais chaque caractéristique de chacun des parcs est mis en valeur. Encore une fois, qu'on comprend, qu'on connaît et qu'on aime, on va le voir le protéger. Fait que ça, c'est un engagement par la suite. Fait que c'est pour ça que le modèle des parcs nationaux, ici ou à travers le monde, seront vraiment intéressants pour ça, parce qu'on revient avec quelque chose dans nos comportements qui a évolué. Ça a aidé à l'évolution, moi, je pense aussi, de la conscience environnementale des populations à travers les années. Vous savez, aux États-Unis, dans les valeurs américaines, les parcs nationaux ressortent dans les 5 principaux éléments d'importance pour la population américaine. Ils ont inventé le concept, mais aux États-Unis, un parc national, ça veut vraiment dire quelque chose. Puis au Québec, moi, j'ai vécu l'époque où ça voulait peut-être rien dire, alors qu'aujourd'hui, les gens en sont fiers. Fait que ça aussi, on a fait des grands bouts de chemin au Québec. Tu disais aussi que tu t'étais un petit peu baladé, par exemple, en Corée, en Asie, dans d'autres aussi parties du monde. Quelles ont été peut-être les bonnes pratiques que tu as
trouvé ou que tu aimerais implanter à la CEPAC ou qui t'ont inspiré? Ben, il y en a qui sont plus récentes, peut-être pas aussi loin, parce que en Asie, j'ai pas eu la chance de visiter des parcs nationaux. Mais moi, systématiquement, quand je pars en vacances, je vais avoir une visite. Donc, je vais parler de ce qui s'est passé il y a 3 semaines. J'étais au Colorado, je suis allé visiter le parc national des Montagnes Rocheuses et de Great Sand Dune, qui est une dune de sable incroyable. Donc, comment préserver tout ça? Mais ce que j'ai vu, c'est dans les modes de gestion. Les parcs américains ont été victimes d'un très, très grand succès de fréquentation. Donc, c'est qu'un parc, dans le fond, devrait être pas tant aménagé que ça. Hein? Mais oui, ça prend des infrastructures, stationnement, les sentiers pédestres, puis il faut qu'on réussisse malgré le fait qu'il y a des gens à préserver. Et les parcs américains ont une très, très grande, ils ont été surfréquentés, là, c'est assez connu publiquement. Mais ce que je voyais, c'est les systèmes d'entrée à l'heure. Donc, ils contingentent l'entrée, puis avec nos téléphones intelligents, ce qui est intéressant, puis je vous donne un exemple, nous, on voulait faire un trek de 19 km, 85 étages, 30 000 pas. ma blonde. C'est précis parce qu'on le calcule, mais on a bien du plaisir avec ça et on est parti de bonne heure le matin, mais il fallait avoir réservé. Donc, ils contingentaient le nombre de personnes et on était certain d'avoir une randonnée qui va être confortable. Je me souviens, en début des années 90, je suis allé à Yosemite aux États-Unis, puis à l'époque, Raymond Desjardins, qui a été mon mentor, dit « Tu vas voir, Martin, il va falloir que tu attendes sur le bord de la falaise, que tout le monde soit passé, puis tu vas avoir du trafic comme jamais tu en auras vu dans un parc. » Puis il a entièrement raison. Je me souviens avoir été très surpris. Mais les parcs américains, à ce moment-là, ils ont mis des systèmes de transport en commun, des stationnements localisés aux bons endroits, puis le contingentement. Donc, ce que j'en retire dans ma visite, ben c'est vraiment cet élément-là de gérer les flots. Puis ça, au Québec, on n'est pas encore vraiment rendu là. Donc, c'est quelque chose qu'on va ramener. Les autres éléments, à une autre époque, c'est des trucs vraiment de gestion, de ce que je vous dis. Moi, je suis comme un maniaque, là. Je prends beaucoup de photos de ce que je vois comme aménagement, puis tout ça, mais des belles anti-ours. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, on est là pour préserver l'ours, mais on veut pas l'avoir avec l'humain, nécessairement. Et là, c'est sûr que ça... Donc, dans les années où on a mis ça en place, on a regardé ce qui s'était fait ailleurs, puis on les a ramenés. Puis il y a d'autres choses qu'on a réussi à inventer ici, puis c'est au contraire, c'est nos collègues d'ailleurs qui sont venus chercher, notamment pour la gestion du castor. Il y a une époque où soit les castors étaient trappés quand on voulait préserver une route avec les ponceaux, là, les espèces de tuyaux. Ben, on a réussi à faire tout ce qu'il fallait pour que l'eau continue à passer, que le barrage de castor se fasse, puis qu'on ne soit pas obligé de le trapper. C'est nous qui sommes l'intrus dans le milieu naturel et pas l'inverse. Donc ça aussi, c'est important de bien préserver. Hein. Puis ça, je pourrais vous en compter longuement, plein d'anecdotes sur la préservation, puis cette espèce d'équilibre-là qu'il faut maintenir entre l'accessibilité et la mission de conservation. Mais quand on va voir ailleurs, ben, c'est des façons d'aménager, ça peut être aussi des éléments de conservation. Le Parc Canada aussi travaille très, très bien également. Les grands réseaux de parcs, on a des échanges. Il y a un conseil canadien des parcs. Hein, on collabore, plein de trucs. Nous, on a fait une stratégie famille au Québec pour que ça soit plus accessible pour les enfants. Donc, les équipements, l'accès en bas de 17 ans, c'est gratuit. On a même ajouté dans les postes d'accueil des petits escaliers pour que l'enfant soit considéré comme la personne importante puis puisse s'adresser à l'employé qui est en uniforme. Ça, c'est le fun. Donc, il y a plein de petits trucs qu'on avait formé tout le monde aussi, comme ça, qu'on a mis en place. D'ailleurs, on a gagné un prix au niveau canadien avec cette stratégie-là qui a eu un énorme succès, donc il fallait le faire. Puis là, ben, les gens sont venus s'inspirer ici. Nous, on va s'inspirer ailleurs aussi. Juste une petite question qui sort un peu du texte. D'où ça vient ton amour pour la nature? Moi, je suis né à Montréal. Ensuite, j'ai déménagé à Laval et en 6e année, j'ai eu le bonheur de déménager à Oka. Et là, pour moi, Oka, c'était très loin de la ville. Alors, j'ai eu vraiment la chance d'être élevé en face du verger des Pères Trappistes à Oka, de la montagne et du parc national d'Oka. Puis l'amour s'est fait tout simplement dès que j'étais en forêt. J'aimais ça. Moi, je suis de la génération, mes enfants, des fois, ils me trouvent drôle avec ça. Je suis de la génération. Ma mère, il fallait qu'elle me cherche partout pour que je puisse souper le soir. Je voulais être dehors tout le temps. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont initié au camping. C'est né comme ça. Puis mon premier emploi étudiant, comme je vous le disais tantôt, à 16 ans, ça a été dans un parc à entretenir, donc j'étais en forêt aussi tout le temps. Moi, ça me calme automatiquement. Je me souviens quand j'ai été nommé directeur du Parc national du Mont-Tremblant, la première journée que je suis arrivé.
Je suis rentré, je suis parti à pleurer. Je me disais, je vais gérer le plus grand parc national au Québec, au sud du 50e parallèle. J'en revenais pas. C'est ça que ça m'a fait parce que ça m'inspire dans la vie. C'est ça qui est beau, là, toute cette espèce de calme-là. Puis ce que j'aime au Québec, qu'on réussit à faire, contrairement peut-être à d'autres endroits dans le monde, on est encore capable d'être seul avec la nature. Fait que, la tranquillité du lac, il y a tout le temps quelque chose de beau, le paysage. Au détour, oui, la curiosité de pouvoir voir la faune, peu importe le type d'animal, d'oiseau, c'est toujours impressionnant. Puis j'ai des collègues, dont un, Alain Branchot, qui est directeur de la SNAP. Lui, il prend des photos pas de nature, ça fait des visages ou autre. Je trouve ça, puis il poste sur Facebook. Je trouve ça le fun de le suivre parce que quand on prend le temps de la regarder, cette nature-là, il y a toujours une curiosité quelconque. La voir grandir aussi quand on y va à Oka, naturellement, quand j'y retourne aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une évolution de la nature également. Fait que moi, je suis capable d'en parler des années... je commence à travailler en 86. Quand j'y retourne aujourd'hui, en 2024, ben il y a des bouts que, oui, c'est pareil, là, d'autres, par exemple, la rivière aux serpents a pu déborder, tout ça. Fait qu'il y a toute cette évolution-là. Mais moi, c'est le calme que ça m'apporte. Je disais aux gens, cette semaine, je faisais une conférence à la GIC et les gens qui sont en technologie. Puis, naturellement, dans les enjeux d'avenir, il y a 3 grandes... Pour l'industrie touristique, pour moi, il y a la durabilité, les expériences qu'on va offrir qui transforment les gens, la technologie va être là. Mais ce que je souhaitais à tout le monde en conclusion, c'est la déconnexion. Quand on est dans la nature, c'est le moment présent d'être avec les gens qu'on aime et de se laisser envelopper par la nature. Ça, pour moi, il n'y a rien de mieux que dans la vie. On s'est rendu compte, ma conjointe et moi, qu'on a beau aller à un voyage, parce que oui, des fois, on va dans des tout inclus, c'est moins reposant que faire 4 jours de randonnée pédestre. Pourtant, là, physiquement, c'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, ça nous fait décrocher. Donc, c'est pour ça que j'aime autant la nature. Déconnecter pour connecter avec la Terre. Donc, on voit que vous avez mis quand même pas mal de choses en place à la CEPAC. Vous avez retrouvé aussi de bonnes pratiques d'ailleurs, que vous, des fois aussi, vous avez infusé ailleurs. Mais je me demandais, quel est un peu l'impact social que vous avez vraiment observé grâce à toutes ces activités à la CEPAC sur les communautés locales et aussi sur les visiteurs? D'abord, dans les communautés, souvent en développement durable, on a l'acceptabilité sociale. Ce qui est important dans ce qu'on a fait à la CEPAC, c'est d'abord d'embarquer les populations de proximité avec nous, communautés économiques, touristiques, environnementales. On a mis en place des tables d'harmonisation, des conseils consultatifs, tables d'harmonisation pour les parcs, conseils consultatifs pour les réserves, pour s'assurer que le développement d'un de ces territoires-là se fasse vraiment en harmonisation avec ce qui se passe dans la région. Donc ça, c'était les premières interventions qui ont été faites, puis je vous parle de ça. On a commencé dans le cas des réserves en 1995, puis en 99 pour les parcs. Donc, ça date de longtemps qu'on est inscrit, au moins de l'ancrage dans les communautés. Je le disais tantôt sur les effets bénéfiques pour les populations, on a aussi eu une approche avec les communautés locales de travailler avec les municipalités pour avoir des réductions. Dans le fond, les municipalités vont payer une partie du droit d'accès pour leur population annuelle. Et nous, on s'engage à réinvestir cet argent-là dans un projet dans lequel on convient ensemble en termes d'aménagement. Le premier qui s'est fait, c'est entre le secteur de la Pembina et la municipalité de Saint-Donat dans la Naudière. Encore là, c'est toute cette espèce de collaboration-là pour que les gens sentent que c'est leur territoire, qu'ils en soient fiers. On est dans le plein air de proximité bien souvent pour la population. Mais ensuite, au niveau social, il y a aussi eu une époque où il y avait des amis du parc, où il y a eu des corvées, par exemple, de nettoyage et tout ça. Ce que je constate en ce moment, c'est que ça s'est un peu perdu. Moi, je souhaiterais, dans mon retour, pouvoir réactiver ça dans l'implication citoyenne. Encore une fois, en engageant les gens, ils vont vouloir mieux protéger. Puis on espère à la CEPAC qu'ils vont transporter les bonnes habitudes qu'ils développent chez nous dans leur comportement citoyen dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'il faut faire la différence. Je parlais tantôt de tout l'axe de santé physique, psychologique, ça fait du bien dans la vie des gens. Donc là, ça, c'est un engagement qui est très important, je pense, dans les années actuelles. C'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir des mesures de réduction de la passe annuelle. Ça, c'est notre ministre Isabelle Charret qui l'a proposé. Donc, ça permet à des gens qui on va chercher à chaque fois 30 à 35 % de nouvelles clientèles. Ils ne seraient pas venus peut-être autrement. Ils nous découvrent, puis après ça, ils rachètent le passé. Ça en est d'autres éléments qu'on va faire auprès des populations. La deuxième portion de laquelle tu as dit au niveau... C'était pour les visiteurs. Ah oui, là, dans le cas des visiteurs, naturellement, dans l'engagement qu'on a avec eux,
En tourisme, je pense que le grand défi des prochaines années, c'est de simplifier la vie des gens dans la façon d'entrer en relation avec les entreprises. On travaille très fort là-dessus en ce moment pour que justement, si on veut bien engager les gens, que le produit reste accessible, il faut qu'on leur simplifie la vie. Ils ont tellement de choix de lieux, de pratiques, d'activités de plein air. Donc, pour nous, ça, c'est un élément qui va être important dans les prochaines années. Puis ça part de notre site Internet jusque dans nos règles d'affaires. Encore, quand ils entrent en contact, la façon que nos employés sont formés, il faut qu'ils sentent qu'ils sont importants quand ils arrivent. À l'ultime, ce qu'on veut, à travers les activités éducatives, ça ne veut pas dire que tout le monde va assister à une causerie, par exemple. Panneaux d'interprétation, il y a les messages aussi clés. Tu sais, souvent, on peut dire, dans les parcs nationaux, il y a une réglementation. Mais cette réglementation-là t'apprend aussi à respecter la nature. Quand on dit « ramassez pas le bois mort », il y a une raison pour ça. La raison, c'est qu'il y a de la biodiversité dans les arbres morts, puis c'est toute une grande chaîne. Si on retire ça, on vient couper une partie d'un maillon important. Ça, c'est de l'éducation. Si on prend, à l'époque, au Parc national d'Oka, vous regardez les boisés versus aujourd'hui, où les gens ont été sensibilisés, c'est beaucoup mieux protégé. Mais il y a d'autres parcs qui ont été créés plus tard, on n'a pas l'effet, si on veut, où les boisés sont, les sous-bois sont pas dans le même état. Donc, ça, c'est un élément important au niveau éducatif. Mais notre vision des prochaines années, c'est le leader en tourisme durable. La CEPAC engage les gens envers la nature. C'est l'engagement envers la nature dans le sens de la protéger, des bons comportements envers l'environnement, tous les défis climatiques ou environnementaux dans lesquels qu'on doit relever comme planète, en fait. Puis également, un engagement vers la nature et soi-même dans le fait des bonnes habitudes de vie, de bouger et de se faire du bien. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec les visiteurs, les populations locales. Et est-ce que, quand tu avais parlé pour le programme avec les communautés locales de redonner un peu de leur temps pour faire du bénévolat, entretien des sentiers, est-ce que ça serait quelque chose que vous pourriez aussi envisager avec la clientèle touristique? Ah, tout à fait. Dans le principe du tourisme régénératif, qui est un terme qui va mériter à être connu dans... c'est un peu comme le tourisme durable, il y a pas si longtemps. Les gens ne savaient pas trop. Là, aujourd'hui, il est plus tourisme durable et responsable. Le régénératif, pour moi, c'est l'ultime. Pouvoir participer, justement, lors de la visite, à laisser un site dans un meilleur état, d'abord par les comportements qu'on va avoir. Je parlais de respecter la réglementation, c'est une chose, mais d'être engagé à cet égard-là, puis peut-être de participer aussi comme citoyen. Je peux passer la réflexion il n'y a pas longtemps, quand je faisais une randonnée pédestre ailleurs au Québec, je me disais, j'avais un sac, je pourrais peut-être ramasser les déchets en passant, ça ne va rien changer à ma randonnée, dans le fond. Mais là, je participe, puis là, après, ça peut être on l'a déjà fait en passant. Au Parc national du Mont-Tremblant dans les années 2000, d'impliquer nos visiteurs pour du reboisement. Ça, c'était vraiment un élément intéressant. Ça demande beaucoup d'organisation, par contre. Et moi, je le vois peut-être à deux niveaux. Il y a le niveau d'engagement des gens en tant que tels dans leur comportement, puis ils vont développer le fait, non seulement en faisant attention, mais peut-être en allant les déchets ou autre. Là, il peut y avoir ces exemples-là. Et également, après ça, d'organiser, de participer à des activités organisées. Là, je dis éducatives, oui, mais d'engagement. Ça, je pense que dans les prochaines années, il y a des gens qui vont le demander. Ça va s'installer tranquillement, pas vite, vraiment. Je pense aussi que même nous, dans le tourisme régénératif, on utilise un terme qu'on aime beaucoup et c'est on est gardien de notre territoire. Ouais. Donc, quand on s'engage, comme tu disais, après, c'est nous qui vont vraiment garder nos espaces. Donc, c'est un pas vers cette approche. Mais je pense que c'est important et je voulais aussi ajouter l'effet. Moi, par exemple, quand j'ai rentré ici comme immigrant, les premiers endroits où lesquels je suis allée en nature, c'était la CEPAC. Et découvrir tous les réseaux qu'il y avait, c'était comme waouh. Et ça m'a vraiment connecté avec un peu la communauté, l'amour que vous avez avec la nature, comment vous faites les choses ici. Donc, même comme visiteur pas d'ici. Et je pense que c'est vraiment des espaces pour se connecter et naturellement et pour mieux connaître le Québec comme tel. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a fait une initiative au mois de septembre de cette année avec justement les nouveaux arrivants. Moi, je suis fasciné par le fait que les gens puissent accéder par le métro. Alors, les gens arrivaient, il y a eu 80 personnes, en fait, il y a plusieurs familles qui sont arrivées en métro. On les a pris en charge avec une navette fluviale jusqu'au Parc national des îles de Boucherville où ils ont vécu première expérience de camping.
des activités de découverte au feu avec des légendes autochtones. Et ensuite de ça, ils ont pu aussi participer avec le parc Jean Drapeau, on était en collaboration. C'est exactement dans le sens de ce que tu dis. Ça nous permet de découvrir aux nouveaux arrivants l'amour du Québec, notre nature, mais leur territoire, leur terre d'accueil. Puis je pense qu'on a vraiment une responsabilité, nous, dans ce sens-là. Puis dans les prochaines années, nous, on a appelé ça Camp de base Montréal. Mais c'est ici que ça va se passer. Parce que la population du Québec, il y en a une bonne portion donc à Montréal. 60% de notre marché émetteur, nous autres, dans le fond, nos clients viennent d'ici. Donc, il faut se rapprocher. Si les gens ne viennent pas à la montagne, parce qu'ils sont en déficit nature, qu'ils n'osent pas, la montagne va venir à eux. Cadre de base Montréal, ce qu'on veut faire dans les prochaines années, c'est exactement ça. Pour le faire découvrir. Puis ensuite, ça nous permettra aussi de les initier. Mais on ne le fera pas seul. On parle beaucoup, je vous ai parlé des établissements de la CEPAC, mais il y a aussi les parcs régionaux au Québec. Il y a d'autres types d'aires protégées. Il y a, les lieux d'accès à la nature sont très diversifiés. Il n'y a pas juste nos campings, il y a aussi ceux de l'entreprise privée. Moi, je pense que c'est la collaboration de plusieurs acteurs qui va faire en sorte qu'on va réussir. Puis ça, ce que ça prend pour une entreprise comme la nôtre, c'est d'être ouvert vers les partenaires et de vouloir faire des choses ensemble. Camp de base Montréal, pour moi, ce ne sera pas une initiative seulement de la CEPAC. Je veux que les fédérations de plein air puissent venir avec nous. On voudrait aussi éventuellement que les groupes environnementaux puissent participer à ça puis fassent des ateliers plus généraux sur plein de sujets. Donc, l'avenir est beaucoup dans la collaboration pour moi. Quand on avait regardé un petit peu les cartes, il y a des multitudes de parcs différents, les ZEC, les endroits privés où on peut aller s'ils ont aménagé l'espace, puis on était comme perdus un peu dedans au début. Puis c'est de retrouver le bon endroit, la bonne rando aussi, moi en tant que plutôt utilisatrice, on va dire. C'était aussi des fois un peu mélangé, mais là, c'est quel type d'organisation qui gère ça? Des fois, c'est juste des communes. C'est comme... J'étais un peu mêlée. Tu vois, c'est l'avantage de la CEPAC. En fait, c'est une marque qui est un gage de qualité. La CEPAC, il y a des standards. Il y a un standard d'aménagement, il y a un standard de service. Les gens sont certains que c'est professionnel, sécuritaire et tout ça. Mais à la base, l'ADN de la CEPAC, qu'est-ce que c'est? C'est les territoires. Donc, on a parlé des réserves, des parcs, des perles touristiques. C'est l'importance du client au cœur de tout ce qu'on fait, du citoyen qu'on va engager. C'est la richesse humaine, donc nos employés qui permettent d'accueillir tout ce monde-là, d'offrir les services. Puis le dernier élément, c'est les partenariats. Fait que le réseau de la CEPAC, ce que ça permet, c'est tout ça. Mais il faut qu'une entreprise puisse se concentrer sur son ADN pour vraiment avoir des résultats qui vont être structurants à long terme. Puis c'est de travailler avec les autres. Donc au Québec, effectivement, les ZEC, les collaborateurs qu'on peut avoir avec les pourvoiries, par exemple, ou qui se sont diversifiés, c'est d'autres lieux magnifiques d'accès à la nature. On est chanceux au Québec pour ça, le territoire est grand, puis les gens sont mobilisés et compétents, on va dire ça. La création d'un territoire à la base, quand il n'y en a pas, comment on fait? Là, on a des beaux exemples parce que le gouvernement du Québec a décidé de créer 3 nouveaux parcs nationaux et d'en agrandir d'autres. Je vais vous donner l'exemple des parcs nationaux de Tadoussac, par exemple, l'agrandissement du parc national du Mont-Offord. Le gouvernement du Québec fait des audiences publiques, propose un projet, des audiences publiques, laisse la population se prononcer. Puis ensuite de ça, essaie de trouver les solutions qui permettent d'harmoniser selon les recommandations qu'ils vont avoir. Puis ensuite, la CEPAC arrive, on va aménager le territoire, puis on le rend accessible et on le gère. Cette participation citoyenne-là est super importante. Il y a eu des époques quand on crée des territoires protégés, il y a des gens qui ont été expropriés. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire. Je ne veux pas passer sous silence non plus la collaboration qu'il faut avoir avec les communautés autochtones également. Donc, ça aussi, c'est important qu'on soit ensemble dans tout ça. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé avec Dave Lavaux de Tourisme Autochtone Québec. Ça m'a appris énormément. Je suis très, très sensible. La terre-mère, ils ont des belles valeurs qui correspondent à l'entreprise qu'aujourd'hui j'ai le privilège de diriger. Puis on regarde les collaborations aussi, comment on va le faire ensemble, mettre ça en valeur. Je trouve que pour la CEPAC, avec le bout, avec le rapprochement avec les communautés autochtones, comment on va le faire ensemble, comment on va mettre en valeur. Il y a des belles initiatives en place dans le marché de Noël, là, qu'on n'a pas vu ça il y a des années, fait avec le marché de Noël autochtone avec les Mohawks. Donc ça aussi, c'est des initiatives qu'on peut faire. Nous, on a les sites, mais comment on fait pour justement qu'ils soient vivants avec les communautés, à la fois régionales et autochtones. Donc, c'est un domaine qui est très fascinant, actuel aussi, plein de défis. Des fois, on rencontre des embûches, mais en même temps, on réussit à trouver des solutions. Souvent, moi, je vois pas les problèmes, plus les opportunités et les solutions. Puis j'essaye aussi que nos équipes soient vraiment dans ce mode-là. Il faut qu'on puisse l'insuffler.
travailler avec tous ces collaborateurs-là, mais à la base, il faut avoir de l'écoute. Hein, c'est ça, c'est puis de la considération pour l'autre. Puis après, essayer de jongler avec les besoins, les enjeux de chacun, et essayer de faire un plan de match qui engage tout le monde et correspond un peu à ce que tout le monde veut. C'est aussi le plus gros défi. Ouais. Parler le même langage aussi. C'est avoir de l'avenir pour votre entreprise là-dedans. Ouais, je me dis. Est-ce que tu as des autres exemples innovants pour montrer un peu comment ces initiatives ont transformé l'expérience des visiteurs? Oh, il y en a plusieurs. C'est pas qu'on essaie d'être à l'avant-plan pendant des années. Prenons l'exemple du prêt-à-camper. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a eu du camping clé en main. En 1994, la première fois au Québec, ça a été au Parc national d'Oka. Moi, on est allé acheter une tente, réchaud, lanterne, on l'a offert. Mais après ça, l'évolution du concept qui a été amené de la firme Utopia française avec Raymond Desjardins et Claude Baudouin, ils ont vraiment ramené ça. Ça a été une innovation parce que des gens qui n'ont jamais fait du camping parce qu'ils percevaient ça comme tellement compliqué, là, oups, tout l'équipement était fourni, donc il y a plein de gens qui sont venus au camping, ça a été un succès. Je peux donner l'exemple des chalets EXP, j'ai eu aussi le plaisir de piloter. Souvent des urbains, là, oups, la toile, un chalet de toile, était moins là-dedans. Donc, un hébergement mini-maison, là, je parle début des années 2010, on n'est pas encore dans la vague actuelle, on est vraiment au début, qui va permettre, avec un hébergement standard, avec le moins d'impact possible. Je dis souvent, on a des chirurgiens de la nature pour venir les déposer, qui laissent la nature entrer à l'intérieur, mais que chaque chalet, bien qu'il soit similaire, vont raconter l'histoire du parc. Dans le parc national de Jacques-Cartier, c'est le champ de la rivière, à Tremblant, le calme du Grand Lac. On allait jusque, par exemple, au Grand Jardin, le Cran Rocheux, et notre parc national du Mont-Mégantic, qui est un parc tourné vers les étoiles, une réserve internationale de ciel étoilé. Le parc des étoiles, on a rajouté un dôme au-dessus du lit pour que les gens, quand ils se couchent, puissent voir la voûte étoilée. Ça, c'est de faire parler le territoire puis la nature, mais dans une expérience d'hébergement pour des urbains qui disaient, nous, la toile, ça va pas, puis le bloc sanitaire, on veut pas y aller. Donc, une petite toilette, petite cuisine, des lits pour 2 personnes, qu'on peut coller si vous êtes 2 amis qui partent, mais qui veulent pas être dans un lit double ou queen, là, à ce moment-là, on sépare les lits. Fait que ça, c'était d'avoir un hébergement de flexibilité. Fait que ça a été une belle innovation. La stratégie famille que j'ai parlé tantôt, une autre très belle innovation. On a des innovations dans les énergies durables là, qu'on travaille ces dernières années. Vous savez qu'il y a plusieurs de nos territoires qui sont en forêt. Donc, ça veut dire à une certaine époque des génératrices avec de l'essence. Là, on est une des entreprises qui a les plus grands systèmes de panneaux solaires, par exemple, où on a converti l'énergie. On essaie d'être en avant sur les futures technologies. Je vous donne un exemple concret. On a des panneaux solaires qui rechargent une batterie d'auto de Tesla qui a été accidentée. Nous, on a récupéré les batteries avec un de nos fournisseurs, puis on a créé une forme de génératrice qui permet d'emmagasiner l'énergie puis de la remettre dans le fond et pour, par exemple, l'éclairage ou le réfrigérateur. Donc, on essaie de trouver d'autres façons, des granules pour naturellement abaisser notre bilan carbone de nos propres opérations. Dans l'économie circulaire, je ne veux pas passer sous silence notre équipe en développement durable qui a récupéré, parce que là, je vous ai parlé des tentes prêtes à camper, mais cette toile-là vieillit, puis à un moment donné, il faut la changer. Est-ce qu'on va envoyer la toile aux déchets? Non, on l'a recyclé pour faire avec une entreprise d'économie sociale, pour faire des espèces de paniers pour transporter le bois de foyer. Donc, là, on est vraiment dans quelque chose de retour. C'est ce que je trouve fantastique de nos équipiers, de nos équipes, c'est cette capacité-là à vouloir se réinventer, se pousser plus loin, de trouver d'autres solutions aux problématiques exactes de créativité. Donc, la CEPAC a été inscrit, puis il y en a eu d'autres après, les types je vous parle beaucoup d'hébergement, mais à une certaine époque, on a utilisé, par exemple, la carte à puce dans un programme de fidélisation où on accumulait des points nature. Ça n'a pas été un grand succès nécessairement, mais au moins, on a essayé des choses. Ça, c'est important. Puis comment on fait pour essayer des choses? Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui nous laissaient de l'espace. Ça aussi, c'est important pour les équipes.
Moi, je crois beaucoup dans les entreprises qui sont innovantes. Ça prend des cultures de confiance, puis il faut se donner le droit à l'erreur. C'est sûr, quand on aménage un parc national, il ne faut pas être trop dans l'erreur parce que là, on vient intervenir dans le milieu naturel. Quand on est dans la gestion, il faut se donner cet espace-là. Pour l'erreur parce qu'on apprend autant de nos victoires que de nos échecs. Donc, c'est un élément qui est important, puis c'est quelque chose que je veux essayer de faire avec l'ensemble des équipes dans les prochaines années. Puis du coup, beaucoup les projets intrapreneuriaux au sein de la CEPAC, où les gens prennent un peu leur lead et essayent de tenter des choses. Exactement. Oui, culture entrepreneuriale, c'est un très, très bon terme. Ça, c'est important, puis il faut que ça repose sur ultimement, les équipes de parc directement. Ça peut pas être centralisé dans un siège social. Nous, on est là en appui, il faut le faire correctement. On peut innover à partir du siège social, mais moi, je pense beaucoup que ça vient, qui est inspiré, qui a les deux pieds sur le terrain. Ça va même jusqu'à nos employés qui ont souvent eu des bonnes idées. Dans le cas des réserves phoniques, là, on a des chaloupes. On a beaucoup de chaloupes. Il faut les vider parce qu'il pleut. Ils ont trouvé une façon de vider plus rapidement les chaloupes. Ça vient des employés directement sur place. Une espèce de pompe qui va plus rapidement. Ils l'ont inventé. Là. Je fais « wow », ils ont inventé un outil de travail. Ça, je trouve que la créativité, c'est important. C'est ça qui tient vivant les entreprises à long terme aussi. Mais il faut que nous, dans nos postes de leader, qu'on permette cet espace-là. Parce qu'autrement, les entreprises périclitent. Donc, puis avec l'environnement, c'est important aussi. Moi, je me demande comment la CEPAC s'adapte justement à cette nouvelle tendance en matière de tourisme, tel comme le tourisme régénératif. Est-ce que vous avez des initiatives qui sont en cours pour promouvoir cette approche ou pas encore? Sur le tourisme régénératif, on s'est justement posé beaucoup la question. On est en planification stratégique en ce moment, puis il faut que nos planifications puissent dire quelque chose pour tout le monde. Bon. On pense qu'on peut être bien placé sans le nommer pour partir dans certains endroits des mouvements. Peut-être un mouvement nature, puis peut-être un mouvement nature qui va amener vers un geste régénératif. Donc, on est vraiment, puis on travaille en ce moment là-dessus, à réfléchir de quelle façon on va l'aborder dans les prochaines années avec nos clients. Mais retenez peut-être l'élément du mouvement nature plus large, pas tout seul, à plusieurs, puis d'être capable de repartir, comme je vous disais, les groupes de communautés comme les amis de parc ou les amis de réserve phonique qui pourraient contribuer avec nous, d'engager dans nos programmes de découverte, en fait, nos visiteurs, comme on en parlait tantôt dans je vais appeler ça des corvées, là, mais une façon qui puisse contribuer à la préservation du territoire. Déjà là, le geste de fréquenter un parc, on contribue à la préservation, un parc ou une réserve, mais de trouver ces façons-là. Fait qu'on est en train de regarder, puis il faut trouver la bonne façon parce qu'on est à 9 millions de Joe Visit. Dans notre cas, quand on pense à quelque chose, il faut que ça soit applicable. Il y a ça aussi là, dans la complexité de ce qu'on a à faire. Mais on trouve ça important, puis il y a plusieurs dimensions. Hein. Je répétais, la dimension de prévention de la santé, pour nous, c'est très important, d'engagement vers la nature. Puis ensuite de ça, j'allais jusqu'au régénératif. Mais on a à travailler à plusieurs. Vous, que vous vous lancez là-dedans, nous, éventuellement, d'autres. Moi, je pense que dans pas moins de... je ne veux pas dire un chiffre, mais disons 3-5 ans, déjà là, le mot va vouloir dire quelque chose. Il y a des destinations en ce moment. Hein. Vous savez que Julie Dubar, Saguenay-Lac-Saint-Jean, eux autres, ils ont pris un positionnement. L'Abitibi-Témiscamingue récemment, qui était à la COP, positionnement également avec Destination Excellence. Le mouvement est parti. Et là, on est les premiers, dans le fond. Puis après ça, on va faire lever ça. Comme le tourisme durable. Souvent, je vais me permettre de dire, mais tu sais, l'intelligence artificielle arrive, puis on dirait que ça vient d'occulter le fait qu'il faut d'abord changer notre secteur économique pour qu'il devienne plus durable. Il faut faire attention aux effets de mode. Parfois, j'observe ça. Ça va être important, l'intelligence artificielle. Il faut que ça vienne nous aider. Ça vienne aider l'humain à se dégager du temps. Pourquoi? Pour réfléchir, innover, faire autre chose. Dégager de la capacité dans les organisations. Mais à la base, il faut que le tourisme planétaire soit plus durable. Donc, le focus est toujours là. Mon ami Jean-Michel Perron, souvent, va nous le rappeler. Donc, ça, pour moi, c'est super important. Puis c'est pour ça que la CEPAC, on va vraiment se positionner. On sait que c'est pas réglé. Dans un leadership pour inspirer les autres en tourisme durable. Hâte de voir tous ces développements et de voir du coup comment ça va naviguer et aller dans cette direction en tout cas.
Et je me demandais, pour un peu conclure, vu qu'on a parlé de beaucoup de choses, dans un premier temps, quels seraient tes rêves et tes espoirs pour la CEPAC? J'en ai deux, en fait. Le premier, quand on est PDG d'une organisation, il faut travailler pour que ces organisations-là, dans les modes de gestion qu'on implante, nous survivent. Mon mentor et mon Desjardins disaient après le déluge, pas le déluge après moi. Je trouve que c'est important. Ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est qu'il n'y ait pas d'époque, Martin Soucy, à la CEPAC. Je veux qu'il y ait une époque de l'équipe qui est présente, puis qu'on pose les bons gestes pour que les prochains leaderships qui prendront la relève vont continuer l'œuvre qu'on fait là et qu'il n'y ait pas nécessairement tout le temps un changement d'orientation parce qu'on change le PDG. Fait que ça, pour moi, c'est l'héritage. L'héritage, ben là, je le transfère dans ma vie personnelle. Ce qu'on fait en ce moment, moi, c'est important que dans mes enfants, que soient fiers de ça, développent leur amour pour la nature. Ils font le métier qu'ils veulent, ça, c'est correct, mais qu'ils puissent en profiter maintenant, puis que leurs enfants, eux, en profitent aussi de tout ce qu'on est en train de faire longtemps. Ça, je vous dirais, c'est une grande motivation pour moi. L'élément d'héritage. Autant pour l'organisation, qu'elle soit durable dans le temps, que les sites en tant que tels soient durables pour la population, puis que les gens puissent en profiter pendant longtemps parce que ça va être en ordre, bien préservé, puis que la nature qu'ils ont accès aujourd'hui soit tout aussi belle dans 25, 50, 100 ans que ce que nous, on peut profiter en ce moment. Un beau message et un beau rêve. On espère que ça va être une réalité et que ça va être dans cette direction. Aussi, pour fermer la boucle, que souhaites-tu que l'audience vraiment retienne de notre conversation aujourd'hui, vu qu'on a abordé tellement de choses? Quel serait le message que tu souhaiterais leur faire passer? Une chose très, très importante, le réseau, tout ce qu'on a à la CEPAC, ça appartient à la population. C'est notre patrimoine collectif. Moi, ce que je veux que les gens en retiennent, c'est c'est là pour eux, puis qu'ils en soient fiers, puis qu'ils s'engagent, puis qu'ils en profitent. Moi, essentiellement, c'est vraiment ça qui est important. Il ne faut jamais oublier que ça appartient à la population du Québec. C'est que ça, pour moi, c'est fantastique. C'est ce qui est le fun du service public, d'ailleurs, puis de pouvoir servir les gens, puis de m'assurer que ça peut se faire longtemps avec les équipes, parce qu'à la CEPAC, on a d'excellentes équipes, mais ce serait vraiment d'avoir cette fierté-là envers leur patrimoine collectif qui appartient à tout le monde. De rendre accessible ce bien commun à tous. Exact. Merci beaucoup pour notre conversation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de te voir avec nous, avec tous les sujets qu'on a touchés ensemble. On est très contente. Donc, merci pour venir aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.